Bonjour, bienvenue dans cet atelier plein gaz. L'idée de cet atelier est de faire comprendre à tout le monde la différence entre l'effet de serre et la couche d'ozone. Tout d'abord, la première étape, c'est de faire participer donc les gens pour placer les éléments qui se trouvent à droite sur la carte. Donc on décrit au début la carte et ensuite on laisse les gens placer les éléments. Donc tout d'abord on place les éléments du haut qui sont des éléments physiques et qui donnent des représentations sur les différentes couches de l'atmosphère. Et ensuite on place les gaz. Évidemment on va les aider à placer les gaz et on va corriger avec eux. Et on va donner les proportions, enfin les concentrations des gaz dans l'atmosphère. La deuxième partie, ça va être de parler du rayonnement électromagnétique, plus particulièrement du rayonnement lumineux, infrarouge et ultraviolet. Ce qu'on va voir là, en fait, c'est l'énergie du rayonnement électromagnétique de différentes fréquences et ça va jouer des rôles différents. Il y a une petite carte ici qui permet de voir les ordres de grandeur de ce rayonnement électromagnétique et on va demander aux gens de placer les flèches, donc infrarouge, lumineux et ultraviolet, en correspondance avec la courbe qui est là. Et on va les aider en leur expliquant que ce rayonnement électromagnétique, il est différent en fonction de la longueur d'onde. Et ici, on peut avoir des ordres de grandeur et ça permet de nous aider, nous, à faire la présentation. Une fois qu'on a parlé de l'énergie et expliqué notamment que l'énergie est plus forte avec une longueur d'onde plus petite, on va revenir sur notre carte. On va tout d'abord parler de la couche d'ozone et donc on va placer le rayonnement ultraviolet. On va parler de l'ozone. On va expliquer qu'en 1987, il y a eu le protocole de Montréal qui a fait qu'on a légiféré sur les gaz qui détruisaient la couche d'ozone et que du coup, ça va beaucoup mieux et que petit à petit, elle se rétablit, etc. Et puis, la quatrième partie, ça va être de parler de l'effet de serre. Et là, d'expliquer que le problème est un tout petit peu plus compliqué et qu'on n'a toujours pas résolu vraiment le problème, mais qu'on s'y attelle. Voilà. Vous avez ici une carte qui représente la Terre, l'atmosphère et ici le Soleil, avec différents éléments, donc des arbres. Ici c'est du plancton, ça c'est de la glace. Et là c'est l'Everest pour donner un petit ordre de grandeur qui est jusqu'à 8 km d'altitude, 8000 mètres. Et donc vous avez ici une représentation des différentes couches de l'atmosphère. La troposphère, la stratosphère et la mésosphère. Elles sont divisées ainsi parce qu'en fait elles ont des comportements physiques différents. Donc ce sont des limites théoriques, mais elles ont vraiment des comportements différents. À droite, vous avez des éléments et il va falloir les placer sur la carte. Donc ici c'est une étoile filante, des nuages, un avion et un ballon météorologique avec un petit capteur. Et ici, vous avez des gaz, je vais les nommer l'ozone, la vapeur d'eau, enfin l'eau, le diazote, le dioxygène, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Juste pour votre information, le protoxyde d'azote, c'est aussi le gaz hilarant, qui est aussi assez dangereux pour la santé, qu'on utilisait aussi et qu'on utilise, je crois, encore un petit peu, comme anesthésiant à l'hôpital. Donc il va falloir placer tout ça. On va d'abord commencer par ces éléments-là. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à vous entraîner à placer les différents éléments avant qu'on vous donne les réponses dans un instant. Et donc je vous propose de placer l'étoile filante. Donc l'étoile filante, en fait, elle va aller dans la mésosphère. C'est un météorite qui traverse l'atmosphère et qui, avec sa vitesse, en fait, est complètement décomposé par l'atmosphère. Avec une vitesse extrêmement élevée, en fait, elle brûle dans l'atmosphère. En fait, c'est tout petit comme particule, ça fait 1 mm de diamètre au plus. L'avion, alors les avions, ils volent où ? Dans la troposphère, dans la stratosphère. On sait qu'ils volent au-dessus des nuages, qu'on va placer les nuages. Et en fait, les nuages, leur limite, justement, c'est le haut de la troposphère. En fait, au-dessus, vous verrez pas de nuages. Donc les avions, en fait, ils se situent ici. En fait, ils sont dans la couche basse de la stratosphère, notamment pour les vols long courriers qui volent au-dessus des nuages. Voilà, et enfin le ballon météo. Le ballon météo, en fait, il va dans la stratosphère. En
fait, il peut aller un peu partout, mais le plus souvent, c'est dans la stratosphère. Ça permet de récupérer des informations sur la vitesse des vents, les précipitations, l'humidité, etc. Ils voguent en général par eux-mêmes et ils redescendent avec des petits capteurs et on récupère les données. Voilà, et maintenant il y a les gaz. Alors, quel est le gaz le plus important dans l'atmosphère? Je vous laisse réfléchir un instant. Alors, ceux qui ont trouvé le diazote, c'est très bien. Donc, le diazote, il représente 78% de l'atmosphère. Donc, c'est le gaz le plus important dans l'atmosphère. Ensuite, le deuxième gaz le plus important parmi ceux-là, alors il y a le gaz, celui que l'on respire et sans lequel on ne pourrait pas vivre, c'est le dioxygène. Le dioxygène, il représente 20% de la composition de l'atmosphère. Donc vous voyez qu'à eux deux déjà, 78 et 20, ils représentent quasiment la totalité de l'air dans l'atmosphère. Mais il y a quand même ces autres gaz. Notamment, il y a la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, elle, sa concentration, c'est de 4%. Alors ça dépasse un peu 100%, mais c'est parce qu'en fait, quand on fait les mesures, en général, des gaz présents dans l'atmosphère, on mesure un air, ce qu'on appelle un air sec, c'est-à-dire un air sans eau. Et donc la mesure se fait sans eau. Mais la concentration d'eau dans l'atmosphère, c'est bien 4%. Donc ça inclut évidemment les nuages, la neige et l'humidité de l'air de manière générale. On considère en fait que la surface de la Terre est recouverte à 60% de nuages. Et ensuite, il y a ces différents gaz. On va placer l'ozone. Quand on parle de la couche d'ozone, en fait, elle se situe là, dans la stratosphère. En fait, exactement, elle se situe entre 20 et 40 km. La concentration de l'ozone dans la stratosphère, en fait, elle est très très faible. C'est 3 à 4 particules par million de molécules d'air. Mais elle va jouer un rôle extrêmement important pour les êtres vivants, et on va le voir après. Et enfin, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et le méthane, eux, ils se trouvent là. Tous ces gaz, en fait, sont naturellement présents dans l'atmosphère. Et donc la concentration de dioxyde de carbone est très faible, de méthane également, et de protoxyde d'azote encore plus. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le dioxyde de carbone, c'est 0,04% de l'atmosphère. Et le méthane, c'est encore moins, ça se compte par milliards de molécules d'air, et le protoxyde d'azote, c'est encore plus faible. Je donnerai les chiffres exacts après. Voilà, donc maintenant qu'on a placé ces différents éléments, on va voir comment ils agissent. Et notamment, ce qu'on va voir en premier lieu, c'est le rôle de la couche d'ozone. Donc pour ça, je vais représenter différents rayonnements électromagnétiques. Donc les rayonnements électromagnétiques, là ici vous avez les trois qui vont jouer dans ce qu'on va présenter. L'ultraviolet, l'infrarouge et le lumineux. Ici, je vous présente tous les rayonnements électromagnétiques. Donc un rayonnement électromagnétique, en fait, c'est un photon, donc une particule. Comme la lumière, elle est composée de photons, mais le rayonnement ultraviolet et le rayonnement infrarouge sont également composés de photons. Une onde électromagnétique, en fait, elles vont toutes à la même vitesse, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Mais il y a une différence sur ces ondes, c'est leur fréquence. Donc vous voyez ici que la fréquence, et qui est reliée à la longueur d'onde varie pour chacun de ces rayonnements. Le rayonnement visible, lui, il se situe ici. Là, on voit effectivement une décomposition de la lumière, comme on pourrait le faire avec un diamant. Et donc, on va placer notre petite flèche de lumière visible. Donc, le jaune ici, c'était pour représenter la lumière visible. Et donc, elle se situe ici avec une longueur d'onde aux alentours de 10 puissance moins 6 mètres. Donc, vous voyez, une longueur d'onde très petite. Il y a d'autres rayonnements électromagnétiques, comme les ondes radio, par exemple. Les ondes radio, ce sont des ondes électromagnétiques avec une longueur d'onde très grande, de l'ordre de 1000 mètres. Vous avez également le micro-ondes. Donc c'est un rayonnement électromagnétique, mais avec une longueur d'onde plus faible. Donc on va placer les petites flèches devant. Vous avez le rayonnement infrarouge. Alors c'est quoi le rayonnement infrarouge? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que plus la longueur d'onde est grande, moins le rayonnement a d'énergie. Donc le rayonnement infrarouge, il a moins d'énergie que le rayonnement lumineux.
Ça a une importance dans ce qu'on va voir après. Et on va placer le rayonnement ultraviolet. Donc le rayonnement ultraviolet est ici, on va le mettre là. Donc le rayonnement ultraviolet, lui, il a plus d'énergie que le rayonnement lumineux et évidemment plus d'énergie que le rayonnement infrarouge. Et pour vous donner du coup cet ordre de grandeur, le rayonnement ultraviolet, l'ordre de grandeur, c'est la molécule. C'est cet ordre de grandeur-là pour parler de la longueur d'onde. Donc elle est extrêmement faible. Et plus on va vers la droite, ici, plus le rayonnement il a de l'énergie. Par exemple, le rayon X, c'est le rayonnement qui est utilisé notamment pour les radios. En fait, il traverse notre corps et donc il atteint les os, il se réfléchit. Et c'est comme ça qu'on fait des radios. Il a beaucoup d'énergie et c'est pour ça que vous verrez si vous allez faire une radio, que le médecin qui fait la radio, lorsqu'il va la faire, il va toujours se protéger et se mettre derrière une vitre, souvent une vitre en plomb, ou pour justement se protéger de ce rayonnement, parce que lui, toute la journée, il y est exposé. Et donc, vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est de l'atome. Ce sont ces rayonnements-là qui ont fait que Marie Curie, qui a découvert justement le rayonnement X et le radium, est décédée justement du fait de ce rayonnement-là. Donc on voit que les rayonnements électromagnétiques peuvent avoir de l'énergie. Le rayonnement infrarouge, c'est quoi ? En fait, c'est simplement la chaleur non visible. Donc par exemple, un radiateur qui émet de la chaleur, c'est du rayonnement infrarouge. Si vous mettez votre main près de votre joue, vous allez sentir une chaleur. En fait, ça, c'est du rayonnement infrarouge. Je reviens sur ma carte et je vais prendre mon rayonnement ultraviolet que j'avais placé là. On va placer ce rayonnement de sorte qu'il vienne du soleil. Je vais dégager un peu les éléments, je vais rapprocher l'ozone, enlever un peu l'avion et les nuages et le ballon météorologique. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Le rayonnement ultraviolet, on l'a dit, il a beaucoup d'énergie. Il va réagir avec la couche d'ozone et notamment les molécules. Donc c'est au niveau moléculaire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va dissocier la molécule d'ozone, parce qu'il a tellement d'énergie qu'il arrive à casser la molécule. Et donc ça va donner que d'un côté, il y a une molécule de dioxygène, donc le dioxygène qu'on respire, donc 2 atomes d'oxygène, et de l'autre côté, 1 atome d'oxygène. Il peut aussi, ce rayonnement ultraviolet, casser la molécule de dioxygène, et donc faire en sorte qu'il y ait 2 atomes d'oxygène séparés. Toute l'énergie, en fait, permet de casser la molécule. Comme l'énergie se conserve, en fait, elle est récupérée, elle est renvoyée sous forme de rayonnement infrarouge, cette fois-ci, lorsque la molécule se reforme. Parce qu'en fait, un atome d'oxygène, il est très instable tout seul, et donc il va automatiquement se relier avec un autre atome d'oxygène ou avec une molécule de dioxygène pour reformer de l'ozone. En fait, cette couche, elle se reforme automatiquement. Elle se casse avec le rayonnement ultraviolet du soleil et elle se reforme automatiquement. Donc c'est un processus qui se maintient. Et donc, c'était quoi le problème par rapport à cette couche ? C'est qu'au milieu des années 80, on s'est aperçu que cette couche diminuait et notamment on a compris que c'est certains gaz qu'on utilisait dans les réfrigérateurs et les climatisations et que ces gaz, par les fuites ou lorsqu'on mettait au rebut le matériel, détruisaient cette couche. Donc c'était des gaz qu'on appelait CFC, donc chlorofluorocarbures. Donc il y a du chlore, du fluor et du carbone dedans. Et en fait, ils montaient ces gaz et ils montent toujours dans la stratosphère. Et en fait, le phénomène chimique, c'est que il se casse du fait du rayonnement ultraviolet, donc qui casse cette molécule de CFC, ce qui fait qu'il y a un atome de chlore qui se sépare, et cet atome de chlore, il va réagir avec les réactions chimiques qui va former l'ozone, c'est-à-dire qu'elle va empêcher la formation chimique de l'ozone, en réagissant avec les molécules de dioxygène d'un côté et la molécule d'ozone de l'autre. Donc c'est un processus assez rapide, parce qu'une molécule de chlore, en fait, peut détruire plusieurs molécules d'ozone.
Et donc ça, on s'en est aperçu en 1985. Et assez rapidement, en fait, en 1987, donc les pays se sont mis d'accord pour justement limiter les émissions de ces CFC. Donc je disais qu'elles étaient, c'était à partir des gaz réfrigérés, donc réfrigérateurs et climatisation, mais il y avait aussi des gaz émis un petit peu dans l'industrie. On a réussi à se mettre d'accord, tous les pays, et en 1987, les pays ont signé un accord, c'est le protocole de Montréal. Il y a eu d'autres accords ultérieurs qui ont suivi sur le sujet, et ça fait qu'en fait, on a réussi à limiter ces gaz. Ce qu'on estime aujourd'hui, c'est qu'à 2050, la couche d'ozone, elle commencera à être réparée complètement par rapport à 1980. Parce qu'en fait, les gaz, ils mettent très longtemps à monter dans la stratosphère, donc les CFC. Et donc, il y en a encore une certaine réserve qui se trouve au niveau de la troposphère, même si on ne les émet plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie effet de serre. Donc la couche d'ozone, elle se situe bien entre 20 et 40 km, et c'est au niveau de la stratosphère. Enfin, le rayonnement ultraviolet, il est mauvais pour les êtres vivants, j'ai oublié de le dire. Et c'est pour ça que c'est bien pratique que l'ozone soit arrêté que le rayonnement ultraviolet soit arrêté par l'ozone. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, c'est que à cette époque-là, d'abord Margaret Thatcher, qui était la première ministre anglaise, et Ronald Reagan, qui était le président américain, étaient tous les deux concernés parce que Ronald Reagan, lui, a eu un cancer de la peau. Et Margaret Thatcher était chimiste de formation. Et donc, ils étaient quand même relativement sensibles au sujet. Et on peut penser que c'est pour ça que, justement, le protocole de Montréal a été signé aussi rapidement. L'effet de serre, lui, c'est différent. En fait, il se situe davantage au niveau de la troposphère. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une présence de gaz qui est plus importante au niveau de la troposphère du fait simplement de la gravité. Si vous montez sur l'Everest, par exemple, ou même une montagne un petit peu moins haute en Europe, par exemple, vous verrez qu'à partir d'une certaine altitude, vous avez moins d'oxygène. Ça, c'est simplement la gravité qui fait que les gaz sont davantage présents dans les basses latitudes. Et maintenant, je vais revenir et prendre mon rayonnement lumineux. Donc, j'ai différentes flèches. Je prends le rayonnement lumineux, donc qui part du Soleil et qui va vers la Terre. Donc, il y a une partie de ce rayonnement lumineux qui va être réfléchie directement vers l'espace par toutes les surfaces claires. Donc là, vous pouvez regarder un petit peu et voir certaines surfaces claires. Donc je vais aller reprendre quelques flèches et les placer. Donc les surfaces claires, si vous l'avez deviné, il y a d'abord les nuages, qui sont des surfaces claires, et donc qui renvoient une partie de ce rayonnement lumineux. Il y a la glace. Je ne vais pas mettre de flèche dessus. Et il y a aussi la glace qui se trouve au niveau... Je vais changer un peu les flèches. Je vais les mettre comme ça. Voilà, les glaces qui se trouvent au niveau des glaciers, notamment. Je ne mets pas de flèche là sur la banquise, mais il y a d'autres surfaces claires, comme par exemple les déserts. En fait, si vous regardez une photo satellite assez éloignée de la Terre, vous verrez que les océans sont très sombres, alors que vous voyez des parties claires, et notamment vous verrez que les déserts, vous verrez très bien le Sahara, qui sont des parties claires. Donc il y a une partie de ce rayonnement lumineux qui est réfléchi par les parties claires. Il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que ce rayonnement, il a moins d'énergie que le rayonnement ultraviolet, le rayonnement lumineux. Et donc, il va traverser la couche d'ozone sans la détruire. Ce rayonnement, il arrive sur Terre et il est absorbé par la Terre et un peu par l'atmosphère. Et cette énergie qui est absorbée, elle est renvoyée. Et elle est renvoyée sous forme de rayonnement infrarouge. Et donc, je vais prendre mes flèches d'infrarouge. Donc je vais les placer sur ma carte et je vais les placer ici. Donc il y a une partie qui est renvoyée vers l'atmosphère. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
c'est qu'en fait, les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère vont absorber ce rayonnement infrarouge. Mais ce n'est pas toutes les molécules, en fait, c'est que certaines. Et ces molécules, ce sont les gaz à effet de serre. Parmi les gaz à effet de serre, il y a la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Le diazote et le dioxygène ne sont pas des gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont composés de 3 atomes ou plus, ou bien de 2 atomes, mais qui sont différents. Et donc le dioxygène, c'est 2 atomes identiques, et le diazote également. Le rayonnement infrarouge, on l'a dit, c'est du photon, c'est un photon. Et donc ce photon, il est absorbé par le gaz à effet de serre, et il est renvoyé dans toutes les directions avec la même probabilité. Voilà, je le dis simplement comme ça, parce qu'en fait c'est un effet, c'est la mécanique quantique qui l'explique. Le résultat, c'est qu'effectivement, on le retrouve avec la même probabilité dans n'importe quelle direction. Il y en a une partie qui part vers le haut et une partie qui part vers le bas. Et du fait que ça se réfléchisse comme ça, ça fait que ce rayonnement infrarouge est renvoyé vers la Terre. Et ça fait que ça réchauffe, donc du coup, cette partie-là de l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on a une température moyenne à la surface de la Terre qui est à peu près de 15 degrés Celsius. L'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel et qui s'explique par ce rayonnement infrarouge qui est absorbé puis renvoyé par les gaz à effet de serre. Alors d'abord, la concentration, vous l'avez vu, de ces gaz, elle est différente. Et ils jouent chacun un rôle un petit peu différent, c'est-à-dire ils ont un pouvoir de réchauffement différent. Le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère et qui joue le plus grand rôle, c'est bien la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau, c'est vraiment le gaz à effet de serre principal. Et donc sans ce gaz-là, effectivement, on n'aurait pas la température qu'on a aujourd'hui. Pour le dioxyde de carbone, sa concentration elle est plus faible. On l'avait dit, sa concentration elle est de 0,04%. Mais en fait, sa concentration a doublé depuis 1750, c'est-à-dire l'ère pré-industrielle. Donc elle était je dis doublé, c'est une approximation, mais c'est passé de 0,027 à 0,04 aujourd'hui. Cette augmentation fait que ça joue un petit rôle sur la température globale à la surface de la Terre et ça fait que ça augmente d'1 degré. Voilà, aujourd'hui il y a une augmentation d'1 degré. Donc sans l'effet de serre, sans ces molécules-là, la température à la surface de la Terre, elle serait de moins 18 degrés. Donc vous voyez, on passe, grâce à l'effet de serre, de moins 18 degrés à 15 degrés. Et l'augmentation du dioxyde de carbone, je parle que de celui-là parce que les autres ont augmenté un petit peu, mais dans une moindre mesure. L'augmentation du dioxyde de carbone fait que la température moyenne a augmenté de 1 degré. Est-ce que 1 degré, c'est beaucoup ? En fait, si on remonte dans le temps, quelle est la dernière ère glaciaire ? Voilà, petite question. Donc, pour vous donner les ordres de grandeur, les Romains, les Grecs, c'est 2000 avant notre ère. Les Égyptiens, c'est moins 5000. Et donc, on faut remonter un petit peu dans le temps, mais pas tant que ça. En fait, la dernière ère glaciaire, c'était il y a moins 20 000 ans, à peu près. Et donc, c'était une époque où il y avait bien sûr déjà des hommes, mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Et il y avait, pour vous donner une ordre d'idée, il y avait 3 km de glace au-dessus de la Scandinavie, la même chose au-dessus de la calotte polaire du Groenland. Et en hiver, il y avait de la glace, notamment de la banquise, qui pouvait descendre jusqu'à la latitude de Bordeaux. Voilà, en France. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Mais alors, quelle était la température moyenne à cette époque-là ? C'était 11 degrés. Mais 11 degrés positifs, plus 11 degrés Celsius. Donc comparé à aujourd'hui, où on est à 15 degrés Celsius, il y a une différence de 4 degrés.
Voilà, mais 4 degrés, donc vous voyez que ça change complètement le climat de la Terre et complètement les conditions de vie. Et donc 1 degré, forcément, on peut dire que c'est beaucoup. Voilà, merci beaucoup.